tout le monde, écoutez, bon retour. Comme vous pouvez voir, je suis en compagnie du docteur Arnaud Lambert. Bonjour à tous, ravi d'être avec toi Cyril. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une pathologie qui touche énormément de personnes, donc c'est pour ça que vous avez d'ailleurs le docteur Lambert. On va vous parler de l'acné. Et tu vas nous parler de beaucoup de choses justement autour de l'acné. Donc d'abord comment c'est caractérisé, un petit peu sur les causes de l'acné qui sont extrêmement complexes, les différents traitements, les traitements que vous pouvez avoir chez les dermatologistes. Je vais vous faire aussi un petit point sur tout l'aspect en cosmétique, ce qu'on peut faire pour lutter contre les imperfections. Et tu vas aussi nous parler de technologies très intéressantes, dont une en particulier qui est assez révolutionnaire dans le traitement de l'acné. Alors oui, l'acné c'est quelque chose qui est hyper important pour nous parce que c'est un grand motif de consultation dans les cabinets esthétiques, mais aussi en France, chez tous les médecins généralistes, chez tous les dermatologues, c'est une grosse demande tout simplement parce que ça peut tous nous toucher. On parle à un moment T, 10 à 15% des Français là maintenant sont touchés par l'acné. Alors quand on dit par l'acné, il y a même plus de gens aussi qui sont touchés par des séquelles d'acné. On voit des patients qui sont guéris d'acné mais qui en gardent des séquelles pigmentaires, cicatricielles, qui viennent également nous consulter. Donc c'est un sujet qui est très important. Il n'y a pas une journée, moi, où je crois, où je ne vois pas quelqu'un qui en parle pour une quelconque raison. Et chez tous mes amis médecins généralistes, pareil, je pense que je peux parler pour eux en disant que ils n'ont pas une seule journée où il n'y a pas seulement quelqu'un qui vient les voir un peu pour ça également. Donc c'est très fréquent. Tout à fait, et c'est un petit peu la même chose pour moi avec vous. Vous êtes très nombreux et très nombreux à me poser des questions autour de qu'est-ce qu'on peut faire justement pour soigner l'acné d'un point de vue évidemment cosmétique et aussi par rapport aux cicatrices dont par exemple les marques rouges qui sont très problématiques. Parce que par exemple en cosmétique, on peut malheureusement rien faire, il n'y a que le temps, quoi. Oui, et puis surtout je pense que c'est intéressant de nouveau d'associer les deux puisque des formes très faibles d'acné peuvent être traitées tout simplement par une bonne routine cosméto. Des fois ça suffit. Et puis lorsque nous on prend en charge des formes un peu plus sévères ou des séquelles, et bien, tous les traitements qu'on va faire en cabinet peuvent et doivent presque se complémenter d'une routine adaptée, soit pour pas faire revenir l'acné, ou soit pour maintenir les résultats ou les améliorer encore. Voilà. Donc c'est très courant en France, mais pas que. Si on a des personnes ici qui nous regardent de l'étranger ou qui ont des origines étrangères, c'est vrai que je vois également beaucoup de patients d'origine nord-africaine, d'Amérique du Sud et même asiatique, parce que c'est des peaux qui gardent des séquelles très importantes, notamment pigmentaires de cet acné-là. Et puis lorsqu'on discute avec nos confrères de l'étranger, dans tous les congrès, ça reste un sujet majeur dans le monde entier. Voilà. Ouais, absolument. C'est pour ça qu'il y a autant même de contenu sur les réseaux sociaux autour de l'acné, c'est parce que c'est très fréquent. Et puis aussi parce que c'est une pathologie de peau, mais c'est une pathologie qui change beaucoup l'estime qu'on a de soi. On a des personnes qui s'isolent socialement, qui sont en dépression, qui ont des changements de comportement, que ce soit professionnels ou dans leurs relations personnelles, ça les touche beaucoup. Donc on a un gros côté psychologique et tout simplement bien-être et confiance en soi de l'acné. Donc c'est important de réussir, on espère, à mieux traiter encore aujourd'hui cette pathologie et à aider le plus possible les gens, et surtout que les gens ne soient pas abandonnés. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et ils ont mis du temps avant de venir en parler, avant de venir consulter, soit parce qu'ils ne trouvaient pas le bon interlocuteur, soit parce qu'ils ont mis trop de temps. Et il ne faut pas hésiter, en fait. Le plus tôt on interviendra, le plus tôt ça peut être intéressant. Ouais, exactement. Et évidemment, le premier pas, et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est vraiment que vous ayez d'abord un diagnostic médical. Ne faites pas d'automédication, c'est vraiment important d'aller voir un médecin pour qu'il puisse justement vous dire si ce que vous avez déjà est bien de l'acné, parce qu'il y a d'autres pathologies. Je pense par exemple à certaines formes de rosacée, mais pas que, qui peuvent ressembler comme ça pour certaines personnes à de l'acné et qui n'en est pas. Alors, ça ressemble d'autant plus que pendant longtemps, cette rosacée portait le nom d'acné rosacée, puisque ça se ressemble beaucoup. La grande différence dans les formes qu'on peut confondre, c'est l'acné, c'est une infection par une bactérie, on va en parler plus tard, alors que la rosacée, c'est un parasite. Mais il y a certains traitements qui peuvent être concomitants aux deux, certains antibiotiques qui fonctionnent sur les deux, certains traitements par laser qu'on peut utiliser sur les deux. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'être diagnostiqué et de regarder la peau. Je vais vous donner le tableau dans la présentation d'une des classifications. Il y a grosso modo deux classifications que nous utilisons, une plutôt américaine et une française pour caractériser l'acné, qui vont nous permettre de choisir quel traitement donner chez qui. En tout cas, c'est assez bien référencé. Mais c'est sûr qu'on ne va pas traiter de la même façon
une acné très simple d'un jeune garçon à une acné conglobata qui nécessite presque une prise en charge hospitalière parce que c'est des lésions qui sont parfois énormes. Et puis bien sûr en fonction d'une acné hormonale de la femme adulte, une acné de l'enfant jeune, peut-être qu'on peut adapter un peu les choses aussi. Et donc ce qui nous fait quand même choisir souvent le choix des armes, le choix des traitements, c'est la sévérité de l'acné. La sévérité de l'acné, c'est est-ce que c'est très inflammatoire, est-ce que on voit des lésions notamment papulaires, pustulaires qui sont très infectieuses et qui nous donnent un risque de cicatrice, très clairement. C'est ça la rançon la pire dans le temps, la cicatrice en creux, ou aussi pour traiter l'hyperpigmentation. Donc il y a plusieurs classifications et de ces classifications découle aussi le choix des traitements, puisqu'on a des recommandations officielles en France, en tout cas le traitement de l'acné. Donc maintenant on va passer à la physiopathologie de l'acné. Donc vous allez voir qu'en fait que c'est une infection qui est quand même très particulière, dont on connaît, on va dire, plusieurs mécanismes. On sait très bien qu'il y a une bactérie qui est à l'origine, mais pas que, parce que sachez que cette bactérie, tout le monde l'a, même les personnes qui n'ont pas de l'acné, mais chez certaines personnes, ils vont justement développer de l'acné. Alors, l'acné avec la bactérie, oui, mais pas que. De façon très schématique, j'aime bien expliquer aux gens, alors on a tous les deux de la barbe aujourd'hui, mais même ceux qui n'ont pas de barbe, et même les femmes, on a les follicules pileux. Et adressé à ces follicules pileux, comme sur les schémas que je vous donne aussi, que vous pouvez regarder là probablement en même temps que vous voyez la vidéo, on a la glande sébacée qui produit notre sébum. Donc tout ça est strictement normal puisque le sébum, c'est ce qui fait aussi notre barrière hydrolipidique et qui protège la peau. Et pour plein de raisons, il peut y avoir un moment où on produit trop de sébum. Et ce sébum, il s'accumule dans le follicule avec les kératinocytes qui deviennent cornéocytes. Je crois que tu expliques ça souvent très bien dans tes vidéos, le cycle de la peau. Et une surproduction peut faire un petit microkyste en profondeur, ce que vous sentez parfois un peu une boule sous la peau. Lorsque ça s'ouvre à la peau, avec l'oxydation de l'air, ça devient souvent noir et ça fait le fameux point noir. Donc tout ça, c'est strictement normal. Et puis pour deux raisons, soit parce que cette extension de volume, elle tire sur la structure, ça fait une inflammation et ça peut grossir et de faire des kystes qui sont un peu plus douloureux sous la peau, même parfois, ce qu'on peut appeler parfois même, on montre une photo plus tard, nodule, ou parce que on a ce qu'on appelle une hyperkératinisation, soit par manque d'exfoliation, soit parce qu'on a tout simplement les pores qui se bouchent, on va avoir une accumulation de ce sébum et de ces cornéocytes qui sont en fait un nid propice à l'infection par la bactérie. Alors parfois on a des boutons qui sont blancs mais c'est pas encore infectieux, c'est du pus stérile, c'est juste des déchets cellulaires. Mais lorsque ça devient une vraie papule avec le point blanc, le bouton qu'on a tous envie de percer lorsqu'on regarde sa peau le matin dans le miroir, là c'est que la bactérie qui se développe en trop grande quantité. Tu l'as dit justement, elle est présente sur la peau de tout le monde, mais ce microbiote cutané, il peut être variable d'une personne à l'autre, on a tous des terrains différents. Mais surtout, dans ce sébum, on va avoir un développement préférentiel de la bactérie qui s'appelle Cutibacterium acnes, qui s'appelait avant Propylobacterium acnes, ça avait changé il y a pas longtemps. Pas très important, mais en tout cas, cette infection va faire le bouton d'acné à proprement dit, celui que vous voyez le plus souvent. Et c'est pour ça que certains médecins vont, à juste titre, de temps en temps, vous prescrire des antibiotiques qui ciblent spécifiquement cette bactérie, au moins pour éviter que l'infection se développe et la diminue pour pas que ça laisse de séquelles. Exactement. Donc, en résumé, les principaux mécanismes, c'est l'hyperséborrhée, la surproduction de sérum, c'est l'hyperkératinisation, c'est un manque d'exfoliation de la peau qui fait que cet ostium est bouché et que du coup le sébum ne peut plus sortir, et c'est l'infection. C'est les trois grandes choses. Pour plein de raisons, on peut d'ailleurs une hypersécrétion de sébum. La plus connue, c'est les hormones androgéniques sexuelles, qu'on a tous, hommes et femmes d'ailleurs. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à l'adolescence, lors de la puberté, on a une acné qui est très souvent présente. C'est pour ça aussi que l'acné de la femme adulte, c'est souvent lié aux hormones androgéniques qui s'expriment, un peu la testostérone des femmes qui s'expriment en nombre plus élevé que d'autres femmes. Et donc ça peut être stimulé. Mais il y a d'autres stimulations. Parfois, on nous a parlé peut-être de l'alimentation, parfois dans l'acné, parce qu'il y a des cascades inflammatoires, je pense notamment à l'IGF, l'insuline growth factor, mais d'autres, qui ont la même cible, qui font une hyperproduction de sébum au niveau de la glande. On a aussi des hormones du stress liées au cortisol, qui stimulent aussi cette glande. Et puis, ce que Cyril doit vous expliquer aussi plus souvent, c'est que l'hyperkératinisation
et ben on peut presque la simuler parfois si on met une crème trop grasse. C'est pas trop de kératinocytes, mais en ayant bouché avec une crème trop grasse l'ostium, et ben on va empêcher le sébum de sortir. C'est ce qu'on appelle l'acné cosmétique. Donc vous avez là un peu l'ensemble des grandes lignes pour les causes de l'acné les plus traditionnelles. En particulier quand c'est associé à une mauvaise routine de soins. Je pense en particulier au nettoyage de la peau, qui est déjà très important pour tout le monde, mais encore plus dans le cadre de l'acné. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut se décaper la peau, mais avoir une bonne routine de soins, ça va énormément en fait changer. Ça va surtout empêcher que le pore, que le follicule pileux, ce qu'on appelle aussi l'unité pilosébacée, se bouche en fait. Oui, et puis ça va éviter toutes les causes environnementales de l'acné, la pollution, l'oxydation, tout ce qui va empirer un peu cette acné qui a commencé à s'installer par l'intérieur. Et parfois, comme je disais tout à l'heure, des fois ça suffit, hein. Chez une acné qui est débutante et qui est assez légère, la routine cosméto peut simplement vous enlever l'acné, et c'est juste de temps en temps, et ben, faudra l'adapter en fonction de l'évolution de votre peau. Exactement. Alors maintenant, on va passer au niveau des traitements. Et là, Arnaud, tu vas nous décrire en fait les différents types de traitements médicamenteux. Donc là, évidemment, hein, ne cherchez pas à avoir ces produits comme ça. Ils sont forcément prescrits par un médecin. Oui, tout à fait. Donc, on a, nous, à disposition, sur ordonnance, on peut vous prescrire des médicaments en fonction de la cause de l'acné. Je vous parlais tout à l'heure, lorsque l'acné elle est infectieuse, en fait elle est en train de déborder, on peut vous prescrire des antibiotiques qui permettent de cibler assez spécifiquement la bactérie en cause. Les antibiotiques, on utilise aussi parfois, tu parlais tout à l'heure d'acné rosacée, mais dans l'acné rosacée, ou simplement lorsqu'on a une folliculite, ben, c'est le même antibiotique qu'on vous prescrit. Ça peut être, vous entendez parfois doxycycline, tétralysal, après ça peut changer de la marque, tolexine, tout ça c'est la même famille. L'idée c'est de diminuer cette infection. Alors je vois aussi beaucoup de patients qui veulent pas prendre d'antibiotiques et alors vous avez raison, il ne faut pas en prendre trop longtemps, trop souvent. On voit parfois des patients qui prennent d'antibiotiques pendant 2 ans et on va avoir des effets secondaires d'antibiotiques, notamment intestinaux à long terme. Pour autant, de temps en temps, je crois que ça vaut le coup de faire une petite cure, déjà pour calmer les choses et peut-être nous laisser le temps de mettre en place autre chose qui va traiter les choses un peu plus à la source. Ça, c'est le premier type de traitement. On a également, au niveau local, des traitements qui sont antibactériens et on prescrit sans doute souvent, c'est le peroxyde de benzoïle. On a tous un souvenir, c'est la crème qui tache nos draps. Je ne sais pas si tu as ce souvenir-là, si. Et qui picote un petit peu. Et qui picote et qui n'est pas très sympa pour la peau aussi. Voilà, elle n'est pas très sympa, et on vous l'a sans doute beaucoup prescrit. C'est un traitement local antibactérien, donc l'idée c'est le même, sauf que au lieu de le prendre par la bouche comme un antibiotique, et ben vous le mettez directement sur la peau. C'est ça. Pendant longtemps, et c'est encore dans les recommandations, et je vais vous montrer après les recommandations françaises, on prescrivait également de l'érythromycine ou d'autres antibiotiques à application locale. Je pense que ça va être amené à évoluer parce qu'on sait aujourd'hui que ces antibiotiques ne fonctionnent plus très bien. Vous entendez parfois parler des résistances aux antibiotiques. Et bien désormais, les bactéries qui nous causent l'acné, elles sont devenues résistantes quasiment toujours à ces applications topiques d'antibiotiques. Donc je ne crois plus que ça a une grande place aujourd'hui. Ensuite, d'autres traitements qu'on vous prescrit souvent, et on y reparlera plus tard, c'est les versions médicales de la vitamine A, les rétinoïdes, que ce soit l'adapalène ou la trétinoïne. Souvent, nos patients connaissent la trétinoïne pour des raisons plus cosmétiques. On essaie de détourner, effectivement. Sa place sur ordonnance, et la raison pour laquelle c'est remboursé en France, c'est dans l'acné. C'est vraiment pour lutter contre l'hyperkératinisation. C'est là où il y a le plus de données aussi. Tout à fait. De cette famille de la vitamine A, vous connaissez tous l'oroacutane, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, c'est l'isotrétinoïne qu'on peut vous prescrire, que le dermatologue peut vous prescrire, c'est à usage limité en France, pour avoir un effet sur l'hyperkératinisation, mais pas que, c'est vraiment aussi ce qui nous permet d'avoir une atrophie de la glande sébacée, qui va donc produire moins de sébum, et ça reste le traitement médicamenteux de référence, le seul qui permet de traiter l'acné un peu au long cours, aujourd'hui sous forme de médicaments. Et puis, pour beaucoup de raisons, on peut être amené également à vous prescrire des choses qui vont traiter une des causes, et notamment la cause hormonale. Et aujourd'hui, le traitement de référence, c'est une contraception. Vous avez entendu parler peut-être de Diane 35 qu'on prescrit beaucoup moins aujourd'hui. On peut pas le prescrire chez les hommes, c'est sûr. Mais ça a été beaucoup prescrit. On a d'autres pilules aujourd'hui à disposition que votre gynécologue, votre généraliste
même votre dermatologue a le droit de vous prescrire. Ça vaut parfois le coup, là aussi. Je vois beaucoup de patientes qui veulent pas entendre parler parce qu'elles veulent pas prendre d'hormones. On peut s'en passer. Et chez celles qui sont ouvertes pour la vertu contraceptive, mais aussi à la vertu de l'acné, je pense à Eudien, je pense à Slinda, il existe d'autres, mais qui ont été vraiment développés pour ce type de patiente-là. Et ça a un effet un peu qui calme l'acné. On va en reparler aussi dans les guidelines françaises. Il y a un traitement qui est mondialement utilisé pour calmer ces cascades hormonales de l'acné. C'est la spironolactone. Alors, c'est pas encore les recommandations françaises. Je pense que c'est très intéressant et les gynécologues commencent à le prescrire de plus en plus, certains dermatos aussi. C'est un médicament qu'on donnait pour la tension, et comme un peu le minoxidil qui ont été donné pour la tension, on s'est rendu compte que ça avait un effet sur les cheveux, et maintenant on s'est rendu compte que ça avait un effet sur l'acné par des cascades hormonales. Et c'est un grand avantage, c'est qu'il est extrêmement bien toléré, puisque effectivement on sait qu'il y a des gens qui le prenaient pendant 30-40 ans pour l'hypertension, sans aucun problème. Et à petite dose, c'est pas des grosses doses qu'on veut prescrire, au bout de 2-3 mois, ça peut avoir un effet contraception-like sur l'acné, sans avoir les défauts de la pilule et cette dose d'hormones qu'a la pilule. Donc, je crois que c'est très intéressant. Cependant, là aussi, attention, ça reste un médicament. Il faut faire des prises de sang, notamment pour contrôler le potassium après l'initiation, au moins une fois. C'est pas grand-chose, mais il faut vraiment le faire. C'est un petit peu diurétique, on fait un peu plus pipi. Et puis il ne faut pas partir évidemment de 7 de tension, sinon on baisse encore un peu plus sa tension. Mais c'est un traitement qui fonctionne très bien et qui est très bien toléré par les patientes et qui a un vrai intérêt. Puis il y a des traitements plus à la marge, on peut vous prescrire notamment du zinc qui peut avoir un effet intéressant, pas que en cosméto, mais aussi par voie orale sur l'acné. Je vous ai exposé à peu près l'arsenal, sans rentrer dans tous les détails, tous les médicaments non plus, mais c'est ça qui est utilisé et qu'on a à notre disposition. Et là, je vous donne aussi le diagramme qui nous permet de nous référer, si on veut suivre les recommandations françaises de prescription en fonction de la sévérité de l'acné. On doit suivre normalement ces règles de prescription. C'est ce que nous demandent les autorités de santé en disant l'acné elle est peu sévère, vous prescrivez d'abord le peroxyde de benzoïle ou la dapalène ou la tréquinoïne. Si ça ne marche pas, on changera plus tard. Vous avez toutes les différentes catégories ici. Alors, elle date de 2015. J'imagine qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins ont pris un peu leur distance et un peu leur liberté par rapport à ça parce qu'on a 2 données scientifiques. Je vous parle des spironolactone. C'est un peu vieux là. Oui, ça va être mis à jour, mais ça reste pas une erreur de suivre, et au contraire de suivre ces guidelines, on ne reprochera jamais. Simplement, voilà, on peut se référer à ça pour faire vos prescriptions. Et vous voyez simplement, petit mot sur ce diagramme que je vous montre. Sur la dissociation adapalène peroxyde de benzoïle qui est très souvent la fameuse crème qu'on vous prescrit chez le dermato et qui demande un tout petit peu d'attention à la mise en place parce qu'elle peut être assez irritante, et l'association des deux d'ailleurs qui s'appelait Epiduo, il y en a peut-être d'autres aujourd'hui. Pour que ce soit bien toléré, il faut vraiment bien hydrater et peut-être commencer doucement au début. Je trouve par expérience que c'est un peu mieux toléré lorsqu'on prescrit un soir la dapalène et le lendemain le peroxyde de benzoïle. Voilà, tout simplement. Et peut-être que Cyril vous dira que on peut peut-être s'en passer si on a une bonne routine de cosméto. On va avoir des équivalents chez certaines personnes. Et le point aussi important, qui est tout à fait vrai aussi en cosmétique, c'est que regardez ce qu'il y a écrit sur la slide, il y a écrit éjac à 3 mois. Ce qui est vraiment important, c'est la temporalité. Malheureusement, avec l'acné, vous n'avez pas de solution, vous commencez le lundi, le mardi, c'est terminé. C'est vraiment important d'attendre au moins 3 cycles de renouvellement de votre épiderme. Donc c'est malheureusement 3 mois. Alors c'est un des grands sujets qu'on a, c'est l'impatience face à l'acné, parce que ça nous rend malheureux, ce qu'on comprend. Bien sûr. Et puis c'est pas simple, parce que ça veut dire attendre 3 mois, retourner chez son médecin, je veux dire, c'est un dermatologue au bout de 3 mois avec la difficulté d'avoir les rendez-vous. Je sais que c'est pas évident. Et c'est pour ça que nous on voit aussi d'autres patients chez qui on complémente ces solutions-là par d'autres traitements, que ce soit laser, peeling, nettoyage de peau, chez tout votre dermatologue esthétique ou médecin esthétique, parce que ça permet parfois peut-être d'accélérer ou en tout cas de limiter les effets secondaires cutanés, je parle de l'hyperpigmentation, des cicatrices, le temps que ce traitement fasse vraiment effet. Et puis c'est parfois intéressant de savoir tout combiner, c'est ce qu'on essaye de faire nous. Encore une fois, en association avec le patient, parce que je le répète encore une fois, je trouve que j'ai tendance à avoir beaucoup de patients qui ne veulent plus du tout entendre parler ni d'antibiotiques ni de contraception. Donc c'est pas une obligation, on va essayer de trouver d'autres solutions et on s'adapte un peu à ce que veulent les gens, les patients, et on essaie de faire un programme un peu sur mesure. Et puis donc, dans notre pratique, nous, de
médecine esthétique, on a cet arc, cette flèche à notre arc plutôt de la cosmétologie qu'on apprend grâce à toi et puis grâce à des formations de plus en plus développées sur la cosmétologie, de pouvoir compléter les traitements médicamenteux par une cosmétologie adaptée à votre peau, à votre acné. Et là, tu peux peut-être nous en parler sur quels sont les actifs qui sont intéressants. Alors, je vais juste vous donner là, les grandes familles parce qu'après, il faut souvent les associer. C'est quand même assez rare en cosmétique avec un seul actif, vous allez arriver à complètement éradiquer l'acné, mais il y a quand même des grandes choses. Une dont on vous a déjà parlé, c'est vraiment autour du nettoyage. C'est vraiment important de bien nettoyer sa peau avec des nettoyants adaptés. Alors, on a de la chance maintenant parce qu'en parapharmacie, on a de plus en plus de produits lavants, surtout à base d'eau pour le visage, qui sont vraiment à pH acide et qui respectent la peau. Parce qu'il y a encore quelques temps, on avait des nettoyants qui étaient quand même très très violents et qui sont souvent, vous pouvez pas les utiliser avec d'autres actifs parce que vous aurez la peau beaucoup trop irritée. Changer le pH de la peau, ça peut changer le microbiote de la peau et faire en sorte qu'on a plus d'acné finalement que ce qu'on aurait dû avoir. C'est pour ça que le savon, il faut vraiment arrêter. Alors, je vais commencer d'abord par un de mes actifs préférés, qui est aussi un des tiens et qui coche beaucoup de choses, qui est l'acide azélaïque, et qui malheureusement n'est pas assez en vogue, en tout cas en cosmétique. Je ne sais pas pourquoi, c'est un actif qui a pas forcément énormément de pub. Une des raisons pour les formulateurs, c'est que c'est très compliqué de formuler avec. Mais vous avez quand même maintenant sur le marché, en particulier en cosmétique, vous pouvez trouver des crèmes à partir de 15% d'acide azélaïque. Donc on arrive vraiment dans des concentrations intéressantes, vous pouvez les appliquer au fur et à mesure, et en plus vous avez une activité anti-inflammatoire et apaisante sur la peau qui est très très intéressante. Vous avez aussi des formes qui sont prescrites. Ah oui, moi c'est un de mes actifs préférés, je prescris très souvent ce qu'on appelle le Skinorène, qui a 20% d'acide azélaïque. Exactement. Et tu as raison, je pense que c'est intéressant parce qu'il a une activité globale, à la fois sur l'inflammation, sur la pigmentation, et il est aussi surtout très bien toléré sur des peaux même parfois le plus fragiles. J'ai très rarement quelqu'un qui me remonte l'aspect d'irritation ou l'aspect de mauvaise tolérance. Tous mes patients le tolèrent souvent très bien. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que nous on l'aime beaucoup, c'est parce qu'il encadre très bien nos autres procédures, que ce soit peeling ou laser, même pour l'acné, parce qu'il va nous permettre de limiter un quelconque rebond, notamment pigmentaire, et il prépare bien et suit bien nos traitements. Donc, pour plein de raisons, c'est souvent le premier que je prescris, effectivement. Et ce qui est très bien, c'est que comme c'est un actif assez doux, vous pouvez aussi le compléter. Alors, vous pouvez le compléter avec des rétinoïdes. Donc, les rétinoïdes en cosmétique, typiquement, c'est le rétinol et le rétinaldéhyde en particulier, qui ont montré une action contre l'acné. Il nous manque quand même beaucoup de données, comparé par exemple à la trétinoïde ou à la dapalène, qui ont été vraiment développées pour ça et qui ont été étudiées en médecine. Et comme l'acide azélaïque ne va pas trop vous irriter la peau, vous allez pouvoir, au fur et à mesure, rajouter un rétinoïde. Et vous avez aussi toute la famille des exfoliants, en particulier les AHA, les BHA, et maintenant la famille récente, j'avais fait tout un topo au congrès M sur les PHA. Le rationnel entre le AHA et le BHA, ça va être essentiellement pour vous si vous avez beaucoup en fait de pores très congestionnés avec énormément de points noirs et de points blancs. C'est vrai que moi, je vous inviterai à commencer d'abord par un BHA, un bêta-hydroxyacide avec l'acide salicylique. Sinon, un AHA, en fonction en fait, de votre peau, si vous avez une peau qui est quand même assez fragile, choisissez par exemple plutôt un acide lactique. Si vous êtes plutôt jeune avec une peau assez costaud, vous pourrez même tenter un acide glycolique. Ça, c'est vraiment les trois grandes familles auxquelles vous pouvez encore associer d'autres ingrédients. Donc vous avez par exemple la niacinamide, en particulier si vous faites beaucoup d'hyperpigmentation. Alors quand on vous parle d'hyperpigmentation, c'est important, on vous parle vraiment de taches brunes. Je ne vous parle pas vraiment des taches rouges qu'on peut après avoir. Dans mon expérience, ça fonctionne pas les masses. L'acide azélaïque a une petite action sur la rougeur. Là-dessus, ouais, parce que c'est anti-inflammatoire. Niacinamide, un tout petit peu, des fois, ça aide quand même un peu. Et un petit mot sur l'acide salicylique, je voulais juste vous dire que, pareil, il faut être un tout petit peu patient et surtout passer ce cap des 2-3 semaines, où c'est parfois pire avant de revenir très bien. Ouais, comme avec les rétinoïdes aussi, c'est souvent pire au début. Et après, dans le reste, en fait, c'est quand vous construisez votre routine, évidemment, il vous faut des humectants pour vraiment bien repulper la peau et aussi une crème hydratante et une crème solaire qui soit adaptée à votre type de peau. Ça, donc là, par exemple, on en profite, sur une peau acnéique qui est grasse,
Justement, je parlais d'acné cosmétique tout à l'heure, on peut parfois pas rajouter de trop gras. Toi, tu conseilles quoi? Non, alors typiquement, bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais un qui est très très bien formulé, c'est de la marque Uriage. Vous avez le Cicadélie, le gel par exemple, qui est surtout une base très humectant avec pratiquement aucun lipide. Et ça, du coup, celle-ci pourrait être très adaptée pour les peaux très grasses. Oui, parce qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas surcréer de l'acné chez une patiente qui a déjà la peau grasse. Ouais, exactement. Ouais. Donc maintenant, Arnaud va vous introduire les différentes techniques et possibilités en fait que tu peux réaliser. Alors pour ça, évidemment, il faut aller voir un médecin esthétique. Tu vas d'abord commencer par les peelings. Et on parle bien des peelings professionnels. Hein. Oui, je pense que c'est la méthode la plus répandue pour traiter l'acné dans les cabinets. Alors, les peelings, c'est simplement les actifs cosméto que toi tu utilises en sérum et en crème, souvent à des concentrations plus importantes et en solution. Ouais. C'est ça, on a des peelings à l'acide salicylique à 10%, 15% aussi, on a des peelings en rétinol, tout ça c'est assez utilisé, des peelings à l'acide azélaïque, au bêta-alpha-hydroxy, c'est l'ensemble de ce qu'on a. On a parfois des peelings aussi à l'acide lactique, le milk pilk notamment, pour les peaux, les acnés plus légères, juste pour exfolier un petit peu à l'acide lactique. Ça c'est très répandu, c'est simplement là aussi c'est la régularité qui fait qu'on obtient une maintenance de la qualité de peau et l'absence de résurgence d'acné. Dans ma pratique, moi je fais aussi beaucoup de laser pour de l'acné. On va peut-être détailler après les différents types de laser et comment on peut les choisir. Et à la fois pour calmer temporairement l'acné, mais aussi parfois pour traiter des séquelles d'acné. On a des lasers qui sont là pour diminuer l'hyperpigmentation séquellaire, quel que soit le phototype. Des lasers qui sont pour diminuer, on parlait de la rougeur tout à l'heure, directement de l'acné, un effet anti-inflammatoire. Et puis toute une panoplie de lasers qui sont là pour essayer de réparer la peau après des cicatrices plus ou moins profondes d'acné. Aussi en fonction du type de cicatrice, on va choisir des lasers un peu différents. Le grand changement dans ma pratique depuis maintenant 2 mois et 3 mois et en France, c'est qu'on a un nouveau type de laser, enfin quand je dis un nouveau type, une nouvelle longueur d'onde qui n'existait pas jusqu'alors, mais qui existe aux États-Unis depuis maintenant près de 3 ans, et en Australie et en Europe depuis 2-3 mois. Le reste du monde va probablement l'obtenir les semaines qui arrivent. Et il y a un grand changement. Lorsqu'on avait fait peut-être des vidéos sur les lasers, on a 3 grandes cibles. On parle soit de mélanine lorsqu'on fait les lasers pigmentaires ou l'épilation, l'oxymoglobine lorsqu'on fait les lasers vasculaires ou pour traiter l'inflammation, le rouge, et puis l'eau pour tout ce qui va être texture de peau, stimulation collagénique, relissage. Tu peux peut-être juste te rappeler en fait que le principe en fait d'un laser, ça va émettre un genre de couleur qui est en fait caractérisé en physique par une longueur d'onde. Tout à fait. Vous allez voir des mots comme un fragment de lumière, exactement. Et ce fragment de lumière, il va trouver donc cette cible-là. Et bien pour la première fois, on a un laser dont la cible, la longueur d'onde est absorbée par le sébum. Et on avait parfois des lasers qui étaient un peu absorbés par le sébum, mais ils sont tellement plus absorbés par l'eau ou par d'autres cibles que le sébum était très peu touché. Là, on a un laser qui est préférentiellement absorbé par le sébum. Et le sébum va absorber la lumière du laser et va la conduire dans la glande sébacée. C'est exactement le même principe qu'on a sur l'épilation laser, où c'est la mélanine du poil qui va descendre l'énergie dans le follicule pileux. Et bien là, le sébum va descendre l'énergie dans la glande sébacée. Et tout comme on détruit le follicule pileux, là on fait une atrophie de la glande sébacée. Et en fait, c'est aujourd'hui la deuxième autre solution à part le Roaccutane pour un traitement de l'acné au long cours. Puisque le Roaccutane aussi fait une atrophie de la glande sébacée. Alors, les détracteurs du Roaccutane vont dire que c'est plutôt ce qui empêche, c'est qu'il faut avoir une contraception, c'est tératogène, on ne peut pas avoir d'enfants pendant cette période-là, on peut avoir des sécheresses, voilà. Le côté dépression, douleur articulaire, etc. N'empêche que ça a quand même changé la vie de millions de gens pendant des années. Absolument. Là, le laser, pour la première fois, on peut faire exactement la même chose, mais de manière locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet systémique, vous n'aurez pas tous ces effets secondaires. On va juste coaguler la glande. Et donc, on a aujourd'hui cet outil en plus. On a commencé, nous, à traiter les premiers patients, ça doit faire 2 mois aujourd'hui, 2 mois et demi. Et donc, la longueur d'onde, c'est 1726 nanomètres. C'est une nouveauté qu'on est ravis d'avoir parce que
on l'attend depuis longtemps. Les États-Unis l'utilisent depuis 2-3 ans et on était un peu teasé par les résultats et qui nous montraient les retours qu'on en avait. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que on a aujourd'hui l'expérience de ce qu'ils ont fait. Et on sait, première chose, et je vais vous montrer après des premiers résultats statistiques des études cliniques publiées, que c'est assez efficace. Et on sait aussi les petits défauts, enfin c'est pas des vrais défauts, mais là aussi il faut être patient puisque les résultats on les voit apparaître quelques mois après la 3e séance, donc on fait des protocoles 3 séances, c'est passé d'un mois, que les résultats sont encore meilleurs à 6 mois qu'à 3 mois, encore meilleurs à 12 mois qu'à 6 mois. Et aujourd'hui, la dernière étude publiée, elle est sur 24 mois. D'accord. Où les résultats sont encore un poil meilleurs qu'à 12 mois, donc c'est vraiment l'école de la patience. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à 24 mois, on n'a pas des patients dans l'étude qui ont rechuté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurgence de l'acné, et ce, quel que soit le type de l'acné. C'est-à-dire qu'on peut cibler tous les types d'acné, mais que ce soit un jeune patient de 18 ans, avec une acné plus ou moins sévère d'ailleurs, ou une patiente de 37 ans avec une acné hormonale, tous n'ont pas eu de rebond et ont une efficacité de l'ordre similaire. Et c'est normal puisque toutes ces causes, que ce soit hormonales, stress, elles influent sur la glande sébacée, mais si la glande sébacée elle ne peut pas répondre à ces stress-là, bien sûr, il n'y a pas de sécrétion problème entre guillemets. Donc c'était une des voies majeures d'évolution, et donc c'est intéressant pour récapituler le mécanisme. On détruit les cellules, les sébocytes qui font la glande et on a une atrophie. Deuxième chose qui est très intéressante, et je vous montre là, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des coupes de peau, des histologies, c'est qu'on voit que ce laser, il détruit sélectivement, pour nous c'est important d'être sélectif, ce qu'on veut c'est toucher notre cible, la glande sébacée, et toute la peau autour, et on voit à 24 heures et à 5 jours, elle n'a pas été touchée. C'est-à-dire qu'on a une peau saine, on n'a pas détruit d'autres cellules de peau, on n'a pas détruit le poil, on est vraiment sur une cible. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas d'effet secondaire autre que ça. Parce que j'imagine que tu n'as pas d'éviction sociale. Très peu, quasiment pas. Aujourd'hui, lorsqu'on fait du laser, les 2 grandes règles, c'est toujours l'éviction sociale et l'éviction solaire. L'éviction solaire, c'est par rapport au risque. Souvent, quand on fait un laser, on va vous dire 15 jours avant, 3 semaines avant, ne vous exposez pas au soleil parce que je veux pas que le bronzage absorbe la lumière et que je risque de vous brûler. Donc, ou simplement vous enlevez le poil ou enlever une tache. Et là, on va simplement par précaution éviter d'aller au soleil la semaine d'avant pour éviter que la peau soit trop inflammée. Mais le laser n'est pas absorbé par la mélanine, donc on est plutôt tranquille par rapport à ça. Et puis, la semaine qui suit, pareil, on va essayer d'éviter l'exposition parce qu'on ne veut pas une inflammation, on ne veut pas une surréaction, une résurgence de pigmentation. Mais c'est simplement notre petite contrainte. Et puis, dans les suites, on a simplement une peau qui peut être un peu rouge, mais très léger, comme un petit peeling 24-48 heures, ça se couvre assez facilement. Une peau qui se retrouve un petit peu asséchée, on propose aux patients d'être une crème hydratante, alors là aussi pas trop grasse parce qu'on ne veut pas boucher les pores. Et puis, de temps en temps, on a un petit œdème, mais très discret. Je suis assez surpris moi-même de la simplicité avec laquelle on s'est réalisé aujourd'hui. Puisque les échos des États-Unis, c'était un peu ça, de temps en temps, il y a une réaction. La douleur, elle était comparée à celle d'une épilation laser, et je trouve qu'on a des patientes qui n'expriment pas tant de douleur que ça, en tout cas moins qu'une épilation de barbe qui est assez douloureux. Donc c'est plutôt bien toléré. Finalement, ce qui embête le plus le patient dans la séance, c'est le refroidissement. On a un refroidissement de contact pour que la peau justement n'ait aucun risque de brûlure, et c'est un peu désagréable sur cette zone comme le front. Et puis finalement, le seul bémol, mais ce n'est qu'un petit bémol, c'est que comme beaucoup de procédures, après la première séance, on peut avoir une purge. Et là, la purge, elle peut être assez importante. C'est normal, en fait, on vide les glandes sébacées et ça peut se vider. Et là, à nouveau, c'était pas fait dans les études cliniques, puisque pour faire la grippe, notamment pour la VD, ils n'ont le droit d'utiliser aucun autre traitement en concomitance. Bien sûr. Mais on sait maintenant, et grâce à mes confrères américains qui disent depuis 2 ans, qu'en mettant le petit antibiotique d'oxycycline de l'acné, on peut tout à fait limiter, voire éradiquer cette purge-là. Même si vous êtes contre les antibiotiques, ce n'est que 3 semaines et ça nous permet d'être tranquille, la ceinture bretelle après le traitement. On met parfois aussi un antihistaminique pour éviter l'inflammation de la peau et une quelconque surréaction, tout simplement. Donc c'est un vrai changement pour nous puisqu'on n'avait pas cette arme-là. Donc pour des patients qui ne veulent pas de médicaments, qui ne veulent pas de roaccutane, on a enfin un laser qui traite non plus les conséquences, mais la cause de l'acné. C'est ça le grand changement. Pour finir avec ce laser, je vous donne juste donc les 2 tableaux récapitulatifs des études cliniques aujourd'hui où on voit cette amélioration de l'acné. Elle est très intéressante. Il y a
les chiffres qui me paraissent un peu clés, c'est qu'on voit qu'à 1 an, 92% des gens ont eu plus de 50% d'acné en moins. Donc, et ça va encore un peu mieux à 24 mois. J'explique ça assez simplement à mes patients en disant que si vous avez 100 boutons d'acné, on peut espérer être à 28, 32, 12, avec des petites variations quand même d'une personne à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que sur les tableaux, on voit qu'on a aussi 34% des gens qui ont été traités qui n'ont plus d'acné du tout. Et 34% qui n'en ont quasiment plus. Et on partait de tous les stades d'acné. Donc ça veut dire que c'est quand même très intéressant. On commence aussi à prendre nos libertés par rapport à ça. Quand je dis on, c'est surtout mes collègues américains, canadiens qui ont cette expérience-là et qui cherchent certains patients qui étaient passés de 60 boutons d'acné à 18 et qui veulent en fait maintenant passer de 18 à encore moins. Ils font une 4e séance à 1 an, 2 ans, juste ponctuelle, parce que pour aller encore un peu plus loin, si vraiment les gens sont encore un peu embêtés. On voit aussi, et j'ai eu le cas pour la première fois il y a quelques jours, des gens qui veulent se faire traiter non plus seulement pour l'acné, mais pour l'hyperséborrhée. Et là, alors, on n'a pas de protocole bien défini, il n'y a pas d'études cliniques, mais les médecins font plutôt une séance, et souvent ça suffit à traiter l'hyperséborrhée. On pourra toujours revoir plus tard si on en a besoin. Et puis, on a aussi des limites, puisqu'aujourd'hui, on peut utiliser ce laser uniquement sur le visage. Et beaucoup de patients qui me demandent pour les autres zones du corps qui sont assez embêtantes aussi. Pas encore. Pour 2 raisons. C'est qu'il n'y a aucune étude qui a été réalisée, et aussi parce que les glandes sébacées ne sont pas à la même profondeur sur le visage que sur le reste du corps. Je savais pas. Comme toutes les glandes souvent, et qu'on n'est pas sûr que notre laser aujourd'hui soit capable d'atteindre la profondeur des glandes sébacées du dos. Et les laboratoires qui travaillent sur ces lasers-là, il y en a surtout 2. En tout cas, il y en a un qui est autorisé en Europe aujourd'hui, mais peut-être un deuxième dans les années à venir, travaille sur des pièces à main un peu différentes pour traiter d'autres zones du corps. Donc ça va venir, je pense qu'il n'y a pas de raison que si ça marche pas, si ça marche sur le visage, ça marche pas ailleurs. C'est juste une adaptation technique. Il faut que notre lumière aille sur la cible, sinon ça marche pas. Donc pour les cicatrices d'acné, le traitement le plus efficace, mais aussi le plus fort et donc avec les suites les plus importantes, ce sont les lasers ablatifs, que ce soit erbium ou CO2. L'idée, c'est de faire des trous dans la peau pour que la peau se répare et d'aller à la profondeur des cicatrices. Et c'est pour ça que souvent, vous avez des croûtes, des saignements et des rougeurs longtemps après. Le risque, c'est aussi l'hyperpigmentation. C'est le traitement de référence des cicatrices d'acné avec les peelings profonds au phénol. Et c'est ce qui est idéal de faire, mais beaucoup de gens ne veulent pas faire ce type de traitement à cause des suites aujourd'hui. Pour ces personnes qui ne veulent pas autant de suites, ou pour des acnés avec des cicatrices un peu plus modérées, on peut également faire des séances de laser non ablatifs, et à ce moment-là, on fait parfois même plus de séances et plusieurs séances pour essayer d'obtenir un peu des résultats plus intéressants. Un des avantages, puisque je préfère quand même, en tant que médecin, si on peut avoir plus de résultats que le laser ablatif, le faire, mais un des avantages du laser non ablatif, c'est sur l'acné active. Le fait de coaguler la peau nous permet également de coaguler temporairement certaines glandes sébacées, d'avoir un effet temporaire sur l'acné, et puis également avoir un effet anti-inflammatoire, puisque lorsqu'on fait cette coagulation, on coagule évidemment les bactéries qui causent l'infection. Donc on aide les patients qui ont une acné inflammatoire, une acné active. La deuxième grande rançon de l'acné, elle est souvent pigmentaire, des pigmentations post-inflammatoires. Elle est rougeur, puisque l'inflammation est rouge. Pour traiter le pigment et l'inflammation, la rougeur, on peut faire appel à des lampes flash, ou on peut faire également appel, en fonction du phototype, à des lasers pigmentaires comme le picolaser. On va choisir ça en fonction du type de peau et également des suites que l'on peut avoir. Et donc ces 2 lasers vont soit cibler le rouge pour essayer de diminuer l'inflammation, ou parfois cibler ce côté brun qui permet de traiter aussi tous les autres types d'hyperpigmentation sur la peau. Un de mes chouchous, moi, sur les peaux à tendance acnéique, je ne l'utiliserai pas pour traiter une acné inflammatoire très marquée, mais pour le côté hyperpigmentation et pores dilatés, c'est l'aserculium. C'est un de mes chouchous parce que chez les patients jeunes, on va pouvoir améliorer un peu tout. C'est un laser qui va traiter tout ce qui est épidermique. Et dans l'épiderme, on a une bonne partie de la pigmentation. D'ailleurs, la pigmentation normale, elle n'est que dans l'épiderme. Parfois, lorsqu'on a une pigmentation inflammatoire, ça va également dans le derme. Et puis parce que la surface des follicules et des pores
elle se fait dans l'épiderme et que lorsqu'on enlève et qu'on exfolie avec le laser thulium l'épiderme, et ben on a cet effet anti-hyperkératinisation en plus d'avoir un coup d'éclat. Donc chez les jeunes personnes qui ont une peau avec une acné légère et une hyperséborrhée, des pores dilatés, c'est un traitement de choix. Et donc le dernier laser qu'on a en Europe pour traiter l'acné, c'est celui-ci, donc avec une nouvelle longueur d'onde, comme je disais, 1726 nanomètres, qu'on applique sur la peau. On va avoir cette coagulation de la glande sébacée en entourant le sébum. Et vous voyez le froid de contact que je disais tout à l'heure, qui parfois, lorsqu'il est à 2-3 degrés, ben, il est un peu désagréable, mais c'est notre sécurité également pour le traitement. Donc c'est ce traitement-là. Et la deuxième limite, vous voyez, c'est pour l'instant pour ça aussi qu'on ne peut pas faire tout le corps, c'est que la taille de spot, elle est assez petite et qu'on met déjà 40 minutes, 45 minutes parfois pour traiter le visage en entier. Donc on a besoin de pièces à main dans le futur plus larges pour traiter des zones plus grandes sur le corps. Mais en tout cas, c'est ce qui a permis de changer notre prise en charge de l'acné par les lasers, puisque c'est le seul laser qui cible le sébum. Il y a une seule marque aujourd'hui en France et on attend la deuxième marque dans les mois ou années qui viennent en fonction de l'enregistrement. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir. J'espère surtout que vous allez piocher là-dedans pour ceux qui ont de l'acné. Ouais. Des petites choses qui vont vous aider à vous changer votre quotidien. Tout à fait. Je vais vous laisser dans la description des produits cosmétiques. Vous avez aussi le compte Instagram d'Arnaud. En particulier si vous avez des questions médicales, ce n'est pas à moi à qui il faut les poser. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, prenez bien soin de vous. Merci à tous. Salut. Bye.